Je l'ai créé en 2003. 2003. Et c'est une création en fait qui est venue à la suite d'une longue réflexion, car en 1989, lorsqu'il y a eu la plateforme du mouvement associatif, du mouvement féminin, il avait été prévu la création effectivement d'un centre de documentation pour pouvoir être un lieu de mémoire de lutte du mouvement féminin. Ce centre, en fait, le vœu qui avait été émis en 89 n'avait pas été du tout concrétisé depuis, et on le sait pourquoi, parce que il y a quand même, nous sommes rentrés tout de suite la violence, le terrorisme, et il a fallu ensuite revenir sur le terrain après l'élimination de nombreuses associations. Elles ont été décimées, elles ont été les premières à être décimées. Elles étaient 13 en 89, elles n'étaient plus que quelques-unes dans les années 2000. Donc il fallait revenir sur le terrain et créer le centre était un peu une réponse à ce vœu. Je le voulais effectivement un lieu de mémoire, de récupérer un peu tout ce que le mouvement associatif féminin a créé, a fait, travail, comme lutte aussi, parce que les archives sont importantes. Et ça n'a pas suffi parce que être uniquement un lieu de mémoire ne suffisait pas, il fallait l'ouvrir aussi vers la recherche, vers une revendication beaucoup plus construite. La nôtre était politique, nous utilisions des slogans qui relevaient très souvent d'une idéologie, et il fallait que cette idéologie au moins puisse servir les femmes, être plus pragmatique. Et c'est pourquoi donc nous avons développé un certain nombre d'objets, et notre objectif était celui de dire, puisque nous avons commencé par l'abrogation du Code de la famille, la demande euh, préliminaire et primordiale et principale du mouvement féminin était l'abrogation du Code de la famille. Étant juriste, je me suis dit qu'on pouvait avoir comme objectif de modifier les lois discriminatoires, d'arriver à les modifier en faisant des propositions. Donc nous avons monté un certain nombre de projets, mais d'abord il fallait mettre en place un fonds documentaire qui pouvait servir comme effectivement un lieu de mémoire, mais aussi un fonds documentaire qui peut servir d'outil de recherche aux étudiantes, au mouvement associatif lui-même et à toute personne intéressée par les questions de femmes, féminines, et dans tous les aspects de la vie des femmes dans une société en matière de santé, sociale, histoire, mouvement, politique, travail. Donc vous allez trouver tout ça dans notre fonds documentaire. Et ce fonds documentaire, nous l'avons aussi complété par des projets que nous avons développés, élaboration de guides de vulgarisation des lois. Il fallait que l'on développe un peu la connaissance de la loi, rendre accessible la loi et particulièrement le code de la famille. Il fallait aussi que l'on aborde le thème des plaidoyers. Ces plaidoyers que nous avons faits sont au nombre de trois. L'héritage, l'égalité dans l'héritage, la levée des réserves et le quota en politique. Seul le quota en politique a eu des résultats, puisque sur 10 ans de travail de plaidoyer, c'est en 2012 que nous avons eu la loi sur le quota qui a été promulguée par le Parlement. En matière de sensibilisation, donc, nous avons une série de guides, de flyers.
mais aussi une revue trimestrielle euh, qui est en fait un peu la mémoire des séminaires qui sont les actes, qui comprennent les actes des séminaires que nous faisons autour des questions féminines, mais aussi autour des thèmes que nous développons. Et le centre, comme il s'occupe des femmes et des enfants, nous avons aussi l'aspect enfant que nous développons en termes de recherche, particulièrement sur la Convention des droits de l'enfant africain, et des outils pour faire connaître la Convention, un guide sur les droits de l'enfant, mais surtout un manuel de formation des enseignants, permettant à ces enseignants d'utiliser ce manuel comme outil pour promouvoir la Convention des droits de l'enfant. Et ça nous a permis donc de faire des formations autour de ces ouvrages, parce que cet aspect-là de formation, nous l'avons aussi au centre. Tous les ouvrages que nous produisons sont des outils de formation pour nous, sur le code de la famille, sur les droits de l'enfant, sur les droits de l'homme, sur un certain nombre de questions d'actualité qui se posent aux femmes et qui touchent les femmes, parce que c'est important de faire un travail de ce genre qui nous permet donc à la fois de sensibiliser, de vulgariser, mais à travers les plaidoyers d'interpeller les pouvoirs publics sur le statut des femmes dans notre pays, un statut à améliorer. Il y en a eu un qui était celui de créer un observatoire des droits des femmes. Nous l'avons fait et cet observatoire des droits des femmes nous a permis de développer un certain nombre de travaux et particulièrement donc femmes en chiffres. Pourquoi femmes en chiffres? Parce que notre objectif principal, comme l'appellation de notre fondation, c'est l'égalité. C'est travailler sur l'égalité, comment rendre effective l'égalité constitutionnelle. Et donc, pour qu'elle soit effective, il faut traquer les inégalités, les discriminations dont sont victimes les femmes pour pouvoir aujourd'hui parler d'égalité et de corriger ces inégalités. Donc l'idée était celle de faire comme le font un certain nombre de pays européens, mais inexistants en Afrique et en Afrique du Nord, un femme en chiffres tous les ans pour évaluer la situation des femmes dans notre pays ou dans les autres pays. Le premier que nous avons réalisé en 2013 et le second en 2014, une année après, était fait à peu près dans la même démarche. C'était donc de pointer d'une part les progrès réalisés pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi de visiter les domaines où les inégalités et les déséquilibres persistent encore entre les sexes. Nous sommes dans ce que nous appelons une égalité constitutionnelle, une égalité virtuelle, une égalité à construire, et on ne peut pas décréter une égalité alors que nous savons que nous sommes dans une société où les rapports sociaux sont inégalitaires et 2 fois plus entre les hommes et les femmes. Donc les progrès, nous les avons pointés parce que l'Algérie, depuis 1962, a investi le domaine de la santé et de l'éducation. Et donc ça a permis aux femmes l'accès aux soins, à la maternité, à la contraception, à la protection mère et enfant, c'est important, à la mortalité maternelle et infantile. C'est des chiffres que vous allez trouver
dans les différents femmes en chiffres que nous avons fait. Pourquoi c'est important? Parce que l'Algérie est obligée de fournir un effort considérable pour réduire son taux de mortalité infantile et maternelle. Il a des objectifs internationaux à atteindre. Et c'est ce qui nous permet de voir les progrès qui sont faits par l'Algérie en matière de santé, en matière d'éducation. L'Algérie a énormément investi aussi et on peut dire qu'à ce niveau-là, l'égalité est presque atteinte. Au niveau primaire, elle l'est, peut-être à 1%, 93 pour les filles, 95 garçons scolarisés. Nous voyons même qu'au niveau universitaire et en passant par le secondaire, que les chiffres aussi sont parlants et sont en faveur des filles. À l'université, les filles sont plus nombreuses. Les chiffres l'ont démontré depuis 2013 et même bien avant, et aujourd'hui ça se conforte et ça se confirme. Mais par contre, on se pose la question, et c'est là où on touche aussi à l'aspect travail, c'est que les études supérieures terminées, en principe, les filles doivent trouver du travail, doivent aller sur le marché du travail, et on s'est posé la question à travers les chiffres de l'ONS que nous avons analysés, que le taux de chômage est élevé pour les femmes, que le taux de travail des femmes a évolué, certes, parce qu'il était de 6% dans les années 1966. Aujourd'hui, il est à 17%, 18%. C'est très peu pour une population active de 11 millions de travailleurs. Et nous sommes à un taux qui est le plus faible du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, il y a un travail à faire sur la récupération des femmes qui ont des diplômes et qui se perdent dans la nature, et on se pose la question effectivement où elles vont dans l'informel. Et vous remarquerez aussi dans nos chiffres que le plus gros taux de femmes qui travaillent et qui ont la sécurité sociale sont les femmes de la fonction publique. Le taux est assez élevé, il doit être de 45%, ça aussi. Donc vous remarquerez que les chiffres que nous utilisons sont des chiffres officiels, les chiffres de l'ONS, mais nous allons aussi à la recherche des chiffres au niveau ministériel pour pouvoir faire des comparaisons, corroborer et traquer ces inégalités, mais traquer aussi, mettre en valeur aussi les progrès qui ont été faits. Des progrès ont été faits en matière de démographie, en matière de contraception, même si à un certain moment, la prise de contraception fait face à des obstacles, manque de contraceptifs, une démographie qui n'est pas contrôlée parce qu'elle est plus laissée à la volonté des citoyens et particulièrement des femmes à prendre la pilule et non pas à une obligation comme c'est fait dans certains pays voisins tels que la Tunisie ou autres, et vous verrez qu'au niveau de la Tunisie il y a la loi sur l'avortement qui existe depuis 1963, alors que chez nous l'avortement est interdit, seul est autorisé l'avortement thérapeutique. Donc ces femmes en chiffres depuis 2013 nous permet d'arriver à voir les progrès et à pointer du doigt ces inégalités, particulièrement donc dans le travail, dans le politique. Dans le politique, nous avons mis en évidence les progrès qui ont été faits depuis 2012, parce qu'avant 2012, on était dans des situations de ce que j'appelle moi le yo-yo. À chaque législature ou à chaque élection communale, des femmes pouvaient être présentes, elles pouvaient être à un moindre taux, comme le taux pouvait augmenter, parce que le FLN, qui était parti unique, selon sa direction conservatrice ou moderniste,
les femmes donc étaient soit bien représentées, soit moins représentées. Et nous nous sommes dit qu'il fallait, par le plaidoyer que nous avons fait, travailler sur le quota. Conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, qui est le socle et qui est notre constitution de l'égalité, parce que c'est elle qui dit à nos États qu'est-ce qu'il faut faire pour construire l'égalité dans tous les domaines, et particulièrement tous les droits sociaux, économiques, politiques, culturels et civils. Donc les moyens sont donnés aux États pour travailler sur comment rendre effective l'égalité, l'inscrire d'abord dans la loi et mettre des programmes. Et particulièrement pour le politique, c'est là ce qu'on appelle la mesure temporaire, c'est l'article 7 de la CEDAW, que nous avons utilisé, nous, pour qu'il y ait la loi sur le quota. Donc il y a eu révision de la Constitution qui a posé le principe de la représentativité des femmes en politique en 2012, suivi en 2016 de la parité sur le marché du travail, ce qui est important pour nous aussi, en attendant la loi sur le quota pour que les femmes puissent avoir des postes de direction, un taux de femmes dans les postes de direction. Donc pour le politique, en 2012, nous avons eu ce quota de 30%, où nous avons vu le taux grimper des femmes parlementaires. Elles étaient 147. On était bien placé dans les listes de l'Union interparlementaire au niveau mondial, hein, sachant que c'est le Rwanda qui est en tête de cette liste de l'Union interparlementaire. Mais en 2016, c'était ça, les élections de 2016 ont fait que les élections parlementaires de 2016 ont démontré la faiblesse de la loi de 2012 sur le quota, puisque les femmes qui étaient à 147, donc le 30%, a diminué à 26%, donc elles n'ont été que 126, et ceci à cause des listes individuelles présentées par des personnes qui se sont présentées hors parti aux élections, et c'était généralement des hommes qui présidaient cette liste, et ce sont des hommes donc qui ont été élus. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas d'hommes à ces élections, mais le quota la loi sur le quota de 2012 a été un peu détournée en matière de calcul des 30%, c'est pour ça qu'il faut y revenir. Nous avons aussi abordé d'autres questions dans ce Femmes en chiffres, c'est les violences à l'égard des femmes. Les violences à l'égard des femmes que nous avons travaillé à partir des chiffres de la police, parce qu'en fait, on peut travailler à partir de nombreuses sources, mais je pense que les sources que nous avons de la police sont des sources fiables, parce que c'est le nombre de dépôts de plaintes qui nous permet de voir le pourcentage donc des femmes victimes de violences, et aussi le nombre de plaintes qui augmente de 1000 chaque année. Pourquoi c'est important aussi cette augmentation, bien que ces dernières années on a remarqué qu'il y avait une stagnation, parce que les centres d'écoute ont aussi permis aux femmes de parler, de dire la violence, mais aussi de ne plus avoir peur de déposer plainte. Parce que la stratégie nationale de lutte contre les violences a permis de changer les comportements de la police, de la gendarmerie quant à l'accueil des femmes victimes des violences, et particulièrement lorsqu'elles viennent déposer plainte, même si on sait que certaines vont
être confrontés à des comportements pas toujours positifs à leur égard, mais dans la grande majorité des cas, l'accueil s'est amélioré parce que la police a pris un engagement qui était celui de former les policiers à l'accueil des femmes. Ça, je peux l'attester parce que j'ai participé aux formations des policiers sur l'accueil des femmes victimes de violences, particulièrement lorsqu'elles viennent déposer plainte. Donc les chiffres nous permettent de voir où elles en sont, et ces chiffres aussi nous ont permis de faire le plaidoyer pour la modification de la loi. C'est vrai que nous avions travaillé une loi globale qui a même été déposée au Parlement, mais cette loi qui a même été faite, déposée grâce à 40 députés qui ont fait cette proposition de loi, qui ont pris en fait la responsabilité de la déposer comme étant une demande de leur part. Ça n'est pas passé. Toujours est-il que plus tard, un peu plus tard, le code pénal donc est intervenu en 2015 pour criminaliser les 4 types de violences à l'égard des femmes: la violence conjugale, la violence domestique, les violences physiques, le harcèlement sexuel, la dépossession des biens de la femme, le vol entre époux, le harcèlement de rue et les violences sexuelles également. Donc, quand vous analyserez effectivement les types de violences qui sont criminalisés par le code pénal, vous vous rendrez compte que c'est les types de violences qui ont été dégagés par les différentes agences des Nations Unies, particulièrement l'ONU Femmes et d'autres, même le Comité des droits de la femme qui relève de la CEDAW. Voilà, et puis le Femmes en chiffres nous a permis aussi de mettre en évidence des femmes qui réussissent, dans le domaine du pilotage. On a des femmes pilotes, des femmes qui font du sport, des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes qui réussissent. Et c'est important aussi de mettre en évidence toutes ces femmes pour dire que tout ne va pas mal pour les femmes en Algérie, mais tout reste à faire encore en matière de construction d'égalité, parce que c'est un comportement social, un comportement ancré dans les mentalités, un comportement d'inégalité encore, qu'il faut donc déconstruire par l'éducation, et ça c'est important, qui doit se faire au niveau de l'école, qui doit se faire au niveau du travail, puisque tout le problème du harcèlement sexuel, c'est aussi une éducation. Il faut que les entreprises aient des conventions pour instruire les employés sur le comportement qu'ils doivent avoir les uns à l'égard des autres. C'est cette éducation qu'il faut mettre en pratique par des actions qu'il faudra développer. Il est de 11%, le taux est de 11%, donc vous l'avez dans l'avant-dernier Femmes en chiffres, il est de 11%, c'est très peu. Et c'est pour ça qu'il y a eu la révision de la Constitution en 2016, proposant donc à ce que l'État œuvre pour qu'il y ait plus de femmes dans les postes de décision et de décision dans l'administration et dans les entreprises. Donc ça aussi, ça a été un plaidoyer fait en même temps que le politique, sauf que le politique est passé avant. Et nous sommes en attente de cette loi qui fixerait un quota, parce que les femmes atteignent un plafond de verre qu'elles ne peuvent plus dépasser
parce que les postes de direction, qui ne sont pas nécessairement les postes de décision, parce qu'elle peut être directrice ou sous-directrice, mais ne pas avoir ne pas avoir le pouvoir de décision. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle ait le pouvoir de décision. 11%, c'est très peu. 11% dans les postes de responsabilité. Oui, c'est très peu. 11%. Maintenant, les causes, la volonté politique souvent est celle qui est utilisée pour nommer des femmes à des postes donc, de direction et de responsabilité. On vous dira souvent que les femmes refusent. Mais en tout cas, il y en a qui acceptent. Mais si elles étaient mieux protégées, mieux suivies, il y en aurait plus qui accepteraient. Mais il ne suffit pas de dire ce sont les femmes qui refusent, il suffit de dire il me faut aussi 30% de femmes à des postes de direction. C'est le premier palier avant d'arriver à cette parité dont parle la Constitution de 2016 et qui a été article qui a été repris par le projet de constitution actuel. Bon, il est toujours difficile d'avoir des statistiques dans notre pays, mais les statistiques de l'ONS sont accessibles. Elles sont publiées même sur leur site. Maintenant, pour les ministères, il s'agit ensuite de relations que nous avons entre nous et les ministères, à qui nous demandons. Certains répondent favorablement. La formation professionnelle nous donne les chiffres, nous leur écrivons. Ils nous ont toujours donné leurs chiffres, ils sont très importants. Parce que c'est important aussi de voir la place de la femme dans la formation professionnelle. Ce qui est le plus difficile à voir, c'est ceux du ministère de l'Éducation et particulièrement de l'enseignement supérieur. Mais sinon, dans la grande majorité, nous arrivons à avoir les chiffres. Ce que je veux dire, en fait, c'est que l'égalité, c'est un combat de longue haleine, c'est une construction. Il ne suffit pas de dire je suis l'égal de l'homme et l'homme ne peut pas dire aussi je suis l'égal de la femme si on ne l'a pas intégré consciemment dans nos consciences, dans nos mentalités, dans nos comportements. Et bien entendu, ça c'est une éducation qui doit d'abord être dans la famille, mais elle doit être aussi appuyée par des actions de l'État, du gouvernement, qui lui doit avoir un projet de société, doit avoir une vision d'une société, une vision de citoyens égalitaires. Je m'explique. À l'indépendance, les discours politiques ont fait que l'Algérie a toujours affirmé le principe d'égalité, mais en l'affirmant, elle l'a accompagné de politiques publiques en matière d'éducation, en matière de santé. Et ce qui a été affirmé après l'indépendance, c'est nous sommes en train de le concrétiser. Il s'est concrétisé en matière de santé et en matière d'éducation. Parce que c'est la sphère publique. Mais la sphère privée est celle où dominent les inégalités, parce que la sphère privée n'a pas été touchée par les politiques publiques. Toutes les affaires qui peuvent naître de la sphère privée pour le politique, elles peuvent se régler en famille. Et on l'a vu pour le problème de la violence. Quand il a fallu légiférer, en faire une infraction,
beaucoup se sont élevés pour dire que ce genre de choses se règlent en famille. Or, non, parce que la famille est une institution et dans la famille, il peut y avoir des problèmes et il y en a. Et donc, la famille est une institution à protéger. L'État est responsable de la protection de cette famille et il est responsable de l'éducation de cette famille et il est responsable des politiques à mettre en place pour construire sa politique d'égalité dont il parle. Parce que si c'est juste pour l'affirmer, ça n'a aucun sens, mais il faut qu'il l'accompagne de politiques qui puissent construire cette égalité pour le changement des mentalités et comportements. Bon, maintenant, ça commence le fait de dire que la sphère privée est protégée par l'État, est un pas, je dis bien un pas, qui nous permet de dire que la femme est protégée autant dans l'espace public que dans l'espace privé et qu'il n'y a pas à faire de distinction entre les deux sphères. Et ça, cette distinction arrange bien le courant conservateur. Or, nous disons les deux sphères sont les mêmes et ne sont qu'une, et puisque ce n'est qu'une seule sphère, il faut la protéger aussi bien dans la famille qu'à l'extérieur. Voilà, et donc c'est à partir de là que effectivement nous pourrons commencer à parler d'effectivité, de l'égalité. Et je fais juste un petit clin d'œil à cette nouvelle projet de constitution. Il y a cette volonté de prendre en charge la sphère privée. Et ça, c'est important et c'est intéressant. Bon, écoutez, je ne suis pas militante pour être pessimiste, je suis militante pour être optimiste. C'est que quand on milite, on a un objectif. Cet objectif, on tente de le réaliser. Cet objectif, comment nous tentons de le réaliser, mais en mesurant aussi les acquis et les résultats que nous avons suite au travail que nous engageons. Oui, non, je suis optimiste parce que nous avons eu des résultats, la modification du code, la loi du code de la famille, la loi sur le code pénal qui a incriminé les violences conjugales et autres, la constitution qui protège aujourd'hui les femmes contre toute forme de violence dans la sphère privée, publique. C'est là où je vous dis, il y a quand même une évolution dans la prise en charge des problèmes des femmes. Et bien sûr, on continue, hein, la lutte continue, mais nous arrachons quand même des choses et je suis assez optimiste.